bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier carrefour d'informations sur RTI 1. On regarde le titre de ce journal. À la rencontre des champions nationaux après les acteurs du cinéma et de l'audiovisuel et les opérateurs du logement, Patrick Hachi a échangé avec les artistes et les entrepreneurs de l'industrie musicale qui font rayonner la culture ivoirienne. Le Premier ministre et son gouvernement entendent booster ce secteur, un levier pour développer notre potentiel touristique. Le médiateur de la République, les médiateurs délégués et leurs assistants participent depuis mardi à Yamoussoukro à un atelier de renforcement de capacité sur la paix et aux outils techniques de prévention et de gestion des conflits. Un atelier de 72 heures qui se déroule grâce au soutien du PNUD et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et puis en Tunisie, Najla Bouden, nommée première ministre, chargée par le président Kais Saïed de former un nouveau gouvernement. L'universitaire sera la première femme à occuper ce poste dans le pays. Née en 1958 et scientifique de formation, Madame Bouden, originaire de la ville de Kairouan, est inconnue du grand public. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Après les acteurs du cinéma et de la musique, le Premier ministre a échangé ce mercredi avec ceux de l'industrie de la mode face à Patrick Hachi, mannequin, promoteur d'activités de mode, styliste et autres ont exprimé leurs différentes préoccupations. En retour, le locataire de la primature les a rassurés de tout le soutien du gouvernement. Moussa Konaté. Le Premier ministre Patrick Hachi face aux acteurs de l'industrie de la mode et du textile. Une rencontre d'échange entre le chef du gouvernement et les créateurs de mode en vue de recueillir leurs différentes préoccupations. Aujourd'hui, les acteurs du secteur de la mode se sont sentis considérés, valorisés et sont prêts à prendre toutes les dispositions pour faire éclater leur génie créateur, pour vendre la Côte d'Ivoire, pour valoriser le Made in Côte d'Ivoire. Si l'État aujourd'hui à un très haut niveau, reconnaît, n'est-ce pas, le développement de nos activités à travers nos humbles personnes. C'est la reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu pendant toutes ces années. Il a fait la synthèse de tout ce qui lui a été soumis en termes de problématiques et il a émis aussi l'intention du gouvernement avec à leur tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de trouver des solutions dans le but que la mode soit une vitrine et un secteur pourvoyeur d'emplois. Faire de la culture un pilier fort de développement de la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Patrick Hachi, l'industrie de la mode et du textile contribue au rayonnement du pays. Un secteur donc qu'il faut soutenir. On estime que ce génie créateur-là, il mérite d'être mieux connu et que ceux qui sont, je dirais, ces sources d'inspiration, ce génie, que ces personnes-là également soient des ambassadeurs du pays. L'État est conscient que ce secteur est stratégique, je dirais, pour sa croissance, est un pourvoyeur d'emplois, est quelque chose qui va, je dirais, certainement faire plus rayonner le pays, à l'intention donc de pousser ce secteur. Cette série de rencontres, la troisième du genre, initiée par le Premier ministre, a débuté le 16 septembre dernier. Patrick Hachi a déjà échangé avec les acteurs de l'industrie du cinéma et de la musique. Les grandes rencontres du CESEC, le Conseil économique et social, recevait le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Touré Fama a présenté les missions, les défis et les perspectives de son département. Un grand oral suivi par Sidonie Davila. Acteur majeur de l'émergence et de la promotion du secteur privé, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. À la tribune, les grandes rencontres du CESEC. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, accorde une grande importance au rôle que jouent le commerce et l'industrie, qui constituent de puissants moteurs de croissance économique et de développement. Au fin d'appréhender les enjeux, les défis et les perspectives de ces secteurs importants de notre économie, nous recevons le premier responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Famon Touré, président de cette institution, a exposé face aux conseillers économiques les actions en faveur du développement du secteur privé, son accompagnement dans la mise en œuvre de la politique économique du pays. La Chambre de commerce et d'industrie a joué un rôle essentiel dans le développement et la diversification de l'économie ivoirienne. Elle a, par exemple, contribué à la mise en place d'infrastructures importantes et structures ainsi que des institutions
comme le chemin de fer Abidjan-Niger, le WARF, le Grand Bassam, les entrepôts de stockage dans le domaine portuaire, le pesage des marchandises, la gestion de l'aéroport et la création, par exemple, de la BRVM. En vue de faire du secteur privé une création de richesse, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la vision 2030 du gouvernement. La Chambre de commerce et d'industrie se félicite d'avoir décidé d'accompagner les hommes d'affaires à capter des marchés à l'étranger. Il faut aussi féliciter le gouvernement et en particulier le président de la République. Et partout, il a défendu les entreprises ivoiriennes. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le SESEC, deux institutions qui décident à l'occasion de cette rencontre de sceller une alliance forte pour une synergie d'action. La Côte d'Ivoire était présente à l'ouverture de la seconde session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger. La délégation ivoirienne était conduite par Adama Bictogo, qui a représenté le président du Parlement, Amadou Soumaoro. Le vice-président a également été reçu en audience par le président de la République du Niger. Le commentaire de Moussa Konaté. Présent à Niamey pour la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger, Adama Bictogo, vice-président, représentant le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, a été reçu par Mohamed Bazoum, le président de la République du Niger. Une rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs autres délégations parlementaires. On veut saluer le président de la République qui a fait preuve donc de disponibilité quand on connaît son programme très chargé pour nous recevoir, ce qui est encore l'expression de l'hospitalité nigérienne que nous connaissons tous. Au nom donc de tous les présidents des parlements, nous voulons exprimer notre gratitude à l'endroit non seulement du président de l'Assemblée, Seyseynou Marou, et du peuple nigérien qui nous a si bien accueillis. Avant cette audience, le vice-président Adama Bictogo s'est exprimé à la tribune de l'Assemblée nationale du Niger. Au nom du président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro, il a salué la bonne coopération au sein des parlements de la sous-région ouest-africaine. On peut noter que la présence très importante des différents présidents de parlement témoigne de ce que la CEDEAO des peuples, l'Afrique des peuples est réellement en marche et que la diplomatie parlementaire est réellement en marche. Et on voudrait tous saluer le président Seyseynou Marou qui nous a reçus et qui a permis donc que cette cérémonie se tienne en notre présence. Adama Bictogo a aussi profité de son séjour pour échanger avec la communauté ivoirienne vivant au Niger. Retour ici avec le soutien du PNUD et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le médiateur de la République entame une tournée de formation, la culture de la paix aux outils techniques de prévention et de gestion des conflits. C'est le thème qui sera abordé. Les travaux ont été ouverts à Yamoussoukro par Adama Tungara. Plus de détails avec Kader Sogodogo. Adama Tunkara, le médiateur de la République, à son arrivée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, a un mot et un sourire pour chacun de ses collaborateurs venus prendre part à une formation intitulée « La culture de la paix » aux outils et techniques de prévention et de gestion des conflits. L'initiative est soutenue par le PNUD et la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le but de cette formation est d'offrir aux médiateurs délégués des outils et une perspective élargie du conflit et du rôle qu'ils doivent jouer. En apportant notre appui aux médiateurs de la République, nous voulons contribuer à asseoir une médiation efficace par la promotion des valeurs de la culture de la paix et de la non-violence. Une occasion pour les délégués régionaux d'améliorer leurs connaissances. Il faut qu'à chaque moment nous puissions nous retrouver pour non seulement faire le point de nos différentes interventions sur le terrain et aussi renforcer nos capacités en matière de médiation, essentiellement les outils de la prévention, les outils de la gestion d'un conflit. Récemment avec les élections, il y a eu beaucoup de remous, mais nous avons essayé de faire des missions de conciliation. Je pense que tout est rentré dans l'ordre, mais nous poursuivons, nous allons bientôt nous lancer dans des missions de suivi et évaluation de tous les actes que nous avons posés afin d'avoir de meilleurs résultats. Pour sa part, le médiateur de la République les encourage dans ce sens. Cette formation
permettra de faire face à plus d'efficacité au nombre croissant de conflits communautaires dans notre cher pays. En témoignent les récents conflits de Béoumi, Zionoula, Guézon. Tous ces conflits ont entraîné malheureusement de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés, des destructions de biens et des déplacements de population. Pour y remédier, notre ambition de mener une médiation proactive axée sur la prévention de conflits exige une bonne connaissance des mécanismes d'alerte en particulier et de tous les outils de prévention des conflits en général. 3 jours, c'est le temps que va durer la formation. Valeurs de la culture de la paix, pédagogie au service de la médiation, droits de l'homme, communication pour le changement de comportement sont des modules inscrits à la table des matières. On parle maintenant de cohésion sociale avec les populations du Léboutou qui se tournent vers l'avenir. Elles veulent oublier les pages sombres de la crise post-électorale de la présidentielle de 2020. Elles s'engagent désormais à promouvoir des valeurs de paix, d'union et de fraternité telles que prônées par le président de la République Alassane Ouattara, une initiative portée par le député de la localité Emmanuel Esmel Essis. On en parle avec Astou Touré. Visite de courtoisie, échange en langue locale, chaude accolade, le ministre Emmanuel Essis est à Toupa, dans son village natal, à environ 22 km de Dabou, région des Grands Ponts. Ces rencontres fraternelles visent à renforcer la cohésion et le vivre ensemble. Le développement passe par l'entente des fils et des filles de toute organisation. Et aujourd'hui, le village de Toupa a besoin de cette cohésion-là, a besoin de cette entente, a besoin de ce leadership pour pouvoir permettre le développement. Pour justement resserrer les liens entre les peuples, un tournoi est organisé. Cette rencontre sportive dotée de la coupe Emmanuel Esmel Essis a réuni 12 équipes. Si le sport doit être un facteur de se mettre ensemble, nous y allons. Une rencontre qui enregistre la présence effective du ministre des Sports et le ministre-gouverneur du district de Lagune. De grands investissements sont annoncés pour la région. Quand il y a le vivre ensemble dans la solidarité, dans la fraternité, on peut construire des infrastructures, on peut construire la paix, on peut construire l'avenir. De nombreuses infrastructures sous le leadership du président Alassane Ouattara seront en construction pour construire une Côte d'Ivoire toujours forte avec la paix. Il est bon que nous trouvions des formules pour rassembler les jeunes et leur donner une certaine occupation saine, parce que les jeunes sont livrés à eux-mêmes et c'est cela qui fait que dès qu'il y a une mauvaise information, ils se saisissent de cette information pour faire ce que nous ne souhaitons pas. Moment de joie, de cohésion et de fraternité au rythme de la danse Etekbre, danse de réjouissance exécutée par des anciens. Prendre soin de son cœur, c'est le thème de l'édition 2021 de la célébration de la Journée mondiale du cœur. Ce 29 septembre, c'est la ville de Rambassam qui a abrité l'événement. À l'occasion, le ministère de la Santé a exhorté la population à plus de vigilance et à aller se faire dépister afin d'éviter les complications liées aux maladies du cœur. Astou Touré. Prise de tension, vérification du taux de glycémie, contrôle du poids et pratique du sport, les populations de la ville historique de Grand-Bassam sont sorties nombreuses à se faire dépister à l'occasion de la Journée mondiale du cœur. C'est le cœur qui nous donne la force et le croissant, le cœur, on n'est rien. C'est le cœur qui fait tout. Éviter le gras, le trop de sucre et de sel, des conseils pratiques pour maintenir la santé. À la salle polyvalente, les médecins sont à la tâche avec des conseils pratiques et des prescriptions sur place. Les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès dans le monde. En Afrique, 1,5 million de décès sont enregistrés par an. En Côte d'Ivoire, l'hypertension artérielle est la maladie cardiovasculaire la plus répandue avec un taux de prévalence de 39,92%. C'est un gros problème de santé publique et il y a un certain nombre d'actions qu'il faut mener. Encourager la population à être plus active, faire de l'exercice physique de façon régulière.
En cette période de Covid-19, les patients atteints de maladies cardiovasculaires sont les plus exposés au risque de développer des formes graves. Si rien n'est fait, d'ici 2030, près de 13 millions de personnes décéderont dans le monde. Fort de ce constat, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans une stratégie de lutte contre les maladies non transmissibles. La Côte d'Ivoire a également subventionné des traitements médicamenteux des maladies cardiovasculaires et autres cardiopathies nécessitant un appareil et dispose de 9 unités mobiles polyvalentes pour le dépistage et la prise en charge précoce des maladies. 80% des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées. Et la Journée mondiale du cœur, célébrée ce 29 septembre, est l'occasion de sensibiliser les populations afin de combattre les maladies cardiaques et les accidents cardiovasculaires. La 13e édition de la Journée mondiale du cœur a pour thème « Prendre soin de son cœur ». On continue à parler de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 29 septembre 118 nouveaux cas de Covid-19 sur 3854 échantillons prélevés, soit 3,1% de cas positifs, 132 guéris et 10 décès. À la date du 29 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 60 138 cas confirmés, dont 57 849 personnes guéries, 621 décès et 1668 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 011 465. Le 28 septembre, 46 168 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 2 082 137 doses du 1er mars au 28 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Après plusieurs années de collaboration, le port de San Pedro et d'Anvers en Belgique scelle une nouvelle alliance. Au cœur de cette nouvelle coopération, l'amélioration de la compétitivité du port de San Pedro qui doit affronter de nouveaux défis. Noël Niagno. Résidence de l'ambassadeur du Royaume de Belgique à Abidjan. Cadre choisi par les directeurs généraux des ports de San Pedro, de Côte d'Ivoire, et d'Anvers International en Belgique pour jeter l'encre de leur nouvelle alliance. Mais avant, visitons les cales du passé pour comprendre la remise à flot de l'alliance. Toute cette coopération nous aura permis justement de développer un partenariat, de développer un flux de trafic à destination en provenance de Belgique et donc de l'Europe dans son entièreté, au bénéfice bien évidemment du port de San Pedro. Au total, on peut affirmer que le port de San Pedro a su exploiter le partenariat avec ce port de renommée internationale pour grandir et gagner en performance. Devant les nouveaux enjeux, le port autonome de San Pedro veut se mettre en phase avec les évolutions du secteur maritime. Ce partenariat-là va mettre un accent particulier sur ce domaine-là, également au niveau technique. Au niveau technique, nous devrions pouvoir suivre avec l'ensemble de privés qui aujourd'hui bénéficient d'une convention de concession, suivre la mise en œuvre des travaux, suivre également l'ensemble du déploiement et de la coordination des travaux qui se réaliseront de sorte à pouvoir éviter un arrêt de nos activités, donc justifier et permettre une continuité de l'activité malgré les travaux qui se déroulent. Pour mémoire, le trafic du port autonome de San Pedro, qui était de l'ordre de plus d'1 million de tonnes, est passé à plus de 5 millions de tonnes de marchandises par an. On parle maintenant d'éducation avec le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation qui vient de faire un don de 1000 kits scolaires aux élèves issus des couches défavorisées. À travers son geste, Roger Félix Adom entend soulager les parents d'élèves et donner la chance à tous les enfants de réussir à l'école. À Bengourou, le film de la cérémonie de remise des kits avec Herman Yamia. 1000 kits scolaires composés de cartables, des livres de renforcement et de plusieurs autres fournitures offerts aux élèves du primaire des couches défavorisées des établissements scolaires d'Abengourou. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation fait ainsi parler son cœur pour permettre aux bénéficiaires de reprendre sereinement la route de l'école. Un soulagement pour les parents qui n'ont pas manqué de lui traduire leur gratitude. Nul n'est sans ignorer que la période de rentrée scolaire
demeure l'un des moments les plus stressants, voire même angoissants pour les parents que nous sommes. Que recevoir ces kits scolaires constitue une vraie bouée d'oxygène pour nous. Pour le ministre Roger Adom, à travers cette action, il entend donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants. La rentrée n'est pas facile pour les parents, donc si on peut les aider, les soulager, c'est le sens de la démarche du gouvernement et aussi du président de la République, et puis ma démarche aussi de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice pour aider certains parents. En marge de cette cérémonie de remise des kits scolaires, le ministre Roger Adom a procédé à la pose de la première pierre de l'orphelinat de la Fondation Mamie Thérèse d'Abengourou qu'il soutient depuis de nombreuses années. Cet orphelinat, qui comprendra toutes les commodités, notamment scolaires, sera bâti sur une superficie d'environ 1500 m² et va accueillir la quarantaine d'enfants que la présidente de la Fondation Mamie Thérèse a en charge. Éducation toujours, le conseil régional du Béré a tenu le week-end dernier à Mankono sa 3e session ordinaire de l'année 2021, une rencontre au cours de laquelle son président Moussa Dosso a récompensé 519 élèves pour l'excellence de leurs résultats scolaires avant de passer le témoin. Moussa Dosso entend désormais se consacrer à sa nouvelle fonction de ministre-gouverneur autonome du district du Woroba. Léon Bro. Un kit scolaire complet, valeur du prix d'excellence Moussa Dosso, remis à 519 élèves, tous majors de la région du Béré, au titre de l'année scolaire 2020-2021. Ce sont les 5 premiers de chaque niveau d'études, de la 6e à la terminale par localité. Comme eux, les meilleurs établissements ou ceux des plus nécessiteux reçoivent du matériel didactique et autres équipements de bureau, de quoi faciliter cette rentrée scolaire. C'est un immense plaisir pour mes camarades lauréats et moi d'être en ce jour ici pour être célébrés. Nous voudrions remercier du fond du cœur et exprimer notre infinie gratitude à l'initiateur de cette cérémonie d'excellence et du mérite. On a suspendu les cotisations exceptionnelles. Alors, ces cadeaux-là nous permettront de débuter l'année avec beaucoup de quiétude. Au-delà du soulagement des récipiendaires, il s'agit de cultiver chez les apprenants le goût de l'effort au regard des réformes en vigueur pour redorer le blason de l'école ivoirienne, selon l'initiateur du prix d'excellence. Le conseil a fait sa part et le ministre-gouverneur que je suis va également regarder l'appui à apporter au conseil, l'appui à apporter aux populations dans le domaine de l'éducation. Nous sommes ensemble et nous allons, tout le long de cette année scolaire, travailler comme nous l'avions toujours fait. Avant cette journée de l'excellence, s'est tenue la 3e session ordinaire du Conseil régional du Béré. Sont examinés et adoptés les réalisations, les projets en cours ou en attente d'exécution, ainsi que le budget du Conseil. Puis, le président de la région, devenu ministre, gouverneur du district autonome du Woroba, passe le témoin. Nous n'allons pas chercher à créer autre chose. Nous allons achever l'excellent travail qui a été déjà commencé par le ministre-gouverneur. Ainsi donc, Dogomo Kanaté devient le président du conseil régional du Béré pour conduire le développement de cette région jusqu'en 2023. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs a initié une tournée de travail dans la région de Lifou. Adaoko Raimondo Goudoukofi a expliqué les missions et le fonctionnement de son institution aux populations. Elle les a surtout exhortés à la paix et à la cohésion sociale. Charles Tatou. Daoukro, chef-lieu de région de Lifou. La ministre-gouverneure du district autonome des Lacs y est allée à la rencontre des populations. La rencontre de prise de contact s'est voulu également un cadre d'échange de la ministre-gouverneure avec les leaders de toutes les couches sociales sur les questions du développement de la région de Lifou. Raymond Goudoukofi d'expliquer les missions et le fonctionnement de son institution, non sans exhorter à la paix et la cohésion sociale. Nous sommes ici en tant que ministre-gouverneur pour être le lien entre ces collectivités territoriales, entre ces entités déconcentrées avec le gouvernement afin de faire la mise en œuvre, n'est-ce pas, des actions du gouvernement au niveau local. Un des objectifs chers au président de la République, comme vous le savez, c'est une Côte d'Ivoire solidaire. Et une Côte d'Ivoire solidaire, elle a pour première implication le développement. Élus et cadres de la région
salue l'avènement des districts autonomes. Permettre à nos parents qui étaient dans le doute, peut-être du fait d'un manque de communication, d'information, de comprendre que les différentes structures que l'État met en place doivent être complémentaires. Quand l'ange qui est à côté de Dieu est à vos côtés, vous ne pouvez que vous réjouir. Et c'est de quoi elle est capable, elle pourra booster véritablement le développement au niveau de notre région. Raymond Goudou-Kofi poursuit sa tournée de rencontre des populations dans les autres localités de son district. Autre chose à présent, désormais, les projets innovants dans le domaine du tourisme seront primés et accompagnés. La première édition du concours Start-up a vu la participation d'une quarantaine de projets, dont 8 ont été sélectionnés avant la phase finale. Un concours suivi de près par le ministre du Tourisme et des Loisirs. On en parle avec Éric Goré. 8 start-up retenus pour la phase finale de la première édition du concours Start-up Tourisme 2021. Elles étaient une quarantaine au départ. Leurs projets ont pu convaincre le jury. En Côte d'Ivoire, généralement quand on parle de tourisme, on fait référence à Abidjan pour ses infrastructures. Il y a beaucoup d'autres villes qui ont déjà des avantages touristiques. Alors qu'en fait, en réalité, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire, il se dégage une culture dont on peut se servir pour développer toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ce concours a pour objectif d'identifier, former, accompagner les jeunes entrepreneurs qui participent au développement du secteur du tourisme. Nous avons conseillé et accompagné toutes ces startups par des séances de formation suivies d'une incubation pour accélérer le développement de leurs projets. Cet événement a enregistré la présence du ministre du Tourisme et des Loisirs. Sendou Fofana a invité ces startups à continuer dans ce sens. Il ne s'agit pas d'être meilleur, il s'agit d'être excellent. Et l'excellence, ça s'est construit. Et pour construire cette excellence, il est important pour les uns et les autres d'avoir à ne pas se mesurer aujourd'hui entre vous Ivoiriens, mais c'est de se mesurer avec les autres jeunes du monde. Regardez à l'aune de votre esprit d'ingéniosité comment vous pouvez vous étendre au-delà des frontières ivoiriennes, aller à la conquête d'autres territoires. Et c'est ça qui crée aujourd'hui cet environnement très compétitif où la concurrence devient de plus en plus rude. C'est ça la mondialisation. Sur ces 8 startups, 3 seront sélectionnés et leurs projets financés à hauteur de 10 millions de francs CFA. En marge de la célébration officielle de la Journée mondiale du tourisme, les délégations étrangères ont pris part à une mini-croisière en direction de l'île Boulé. Une balade lagunaire suivie d'un brunch avec en prime un dîner gala offert par la Côte d'Ivoire. Patricia Oumouitia. Embarquement des délégations pour une mini-croisière sur la lagune. Direction, la baie des milliardaires, les villages des pêcheurs et enfin accosté sur l'île Boulé. Une balade lagunaire qui a ravi nos hôtes et pourtant les surprises ne faisaient que commencer. Arrivés sur l'île, dans ce complexe hôtelier, nos visiteurs ont succombé au charme envoûtant de ce site avec la promesse d'y revenir. Je suis vraiment émerveillé par tout ce qui nous a été donné à voir. C'est vraiment un exemple à suivre. Pour certains, c'est le moment rêvé pour investir dans le secteur avec un impact sur la création d'emplois. Il faut dire que l'Italie, c'est 20 millions de touristes à l'année et beaucoup d'investissements dans les Caraïbes. Aujourd'hui, ils s'intéressent à l'Afrique noire et nous voulons être la première destination de ces investisseurs-là. Nous goûtons à un échantillon du produit Sublime Côte d'Ivoire. Vous savez, c'est beau de faire des discours, mais c'est mieux de les réaliser. Et nous pensons que le dynamisme aujourd'hui à la tête du ministère ivoirien du tourisme, c'est ce genre de dynamisme que nous voulons en interne en Afrique. Ce cadre enchanteur a permis aux différentes délégations de pousser même la chansonnette et d'esquisser des pas de danse, notamment le ministre congolais du Tourisme qui n'a pas boudé son plaisir. Pour les premiers responsables du ministère du Tourisme et des Loisirs, cette 41e édition de la Journée mondiale du tourisme est une réussite. Il était important pour nous d'avoir leur présenté un échantillon de notre tourisme, des loisirs et des détentes, parce que la stratégie prônée par Sublime Côte d'Ivoire ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un hub de divertissement et de loisirs en faisant de Abidjan la base de divertissement de la sous-région
Et c'est pour ça que nous sommes venus avec eux. Les activités de découverte et de promotion du patrimoine de la destination ivoirienne se sont terminées par un dîner gala offert par notre pays. Le secrétaire général de l'OMT, au cours du dîner gala, a récompensé le groupe Magic System et certains membres des délégations étrangères présentes à ce dîner gala, qui met fin ainsi à la 41e édition de la célébration de la Journée mondiale du tourisme en terre ivoirienne. On parle maintenant de défense avec l'armée ivoirienne qui était récemment l'invité spécial de la République du Mexique. À l'occasion du bicentenaire de l'indépendance de ce pays, des élèves officiers de Zambacro ont pris part à l'ensemble des manifestations, notamment le défilé militaire à Boussanogo. La guerre d'indépendance du Mexique aura duré 11 années, de 1810 à 1821. Et c'est précisément le 16 septembre qui marque le jour de la célébration de cette indépendance acquise dans la douleur. Pour ce bicentenaire, les autorités mexicaines ont invité 13 pays à la parade militaire. La délégation ivoirienne, invitée spéciale, arrivée le 13 septembre à Mexico, n'a pas mis de temps à préparer sa prestation. Au lendemain, dès l'aube, direction le lieu de défilé pour la répétition générale. C'est l'avenida Paseo de la Reforma qui va abriter les festivités. Elle est longue de 14 km 700. Reconnaissance des lieux. Rien n'est négligé. Vérification du matériel, de la tenue, de l'armement. Un seul objectif, représenter dignement la Côte d'Ivoire, le seul pays d'Afrique subsaharienne invité à cette célébration. Puis c'est le jour J. Le chef de la délégation ivoirienne, le général Traoré Ahmed Zana, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, s'installe en tribune. La Côte d'Ivoire passera en 12e position. Le colonel Jean-Christophe Mouo a le temps de donner les dernières consignes. Du début du défilé jusqu'à là où on doit mettre le maximum, le défilé doit rester correct. Adresse du président mexicain Andrés Manuel López Obrador avant le défilé. C'est d'abord une fresque retraçant la longue lutte de l'indépendance du Mexique qui permet d'apprécier la variété de costumes. Dans la partie aérienne, 71 avions, 28 hélicoptères, dont certains sans pilote ont défilé sur des plateformes, 15 000 hommes à pied. Au nombre des délégations étrangères, la France, l'Argentine, la Colombie, le Pérou, le Bangladesh, Belize, le Maroc, la Grande-Bretagne, l'Algérie, le Venezuela. Puis, c'est le tour de la Côte d'Ivoire. Les élèves officiers de la promotion Ahmed Bakayoko sabrent droit de défilé. Le pas est majestueux, le port altier, l'allure fière. Les ovations accompagnent le déplacement des représentants des forces armées de Côte d'Ivoire. Une véritable découverte pour le public. Près d'1 kilomètre de parade qui aura permis de démontrer le degré de préparation et de professionnalisme de l'armée ivoirienne nouvelle. Et le drapeau ivoirien de flotter toujours plus haut dans le ciel mexicain. Dans l'actualité hors de chez nous, ouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal fermée depuis sur décision de l'ex-chef d'État Alpha Condé. Le blocus vient d'être levé. L'ancien président avait invoqué des raisons de sécurité intérieure, une décision qui avait mis à mal les activités économiques entre les deux pays. Nommé ce mercredi par le président Kais Saïed, Najla Bouden Romdan devient ainsi la première femme chef de gouvernement de l'histoire de la Tunisie. La nouvelle chef de gouvernement tunisien est géologue de formation. Âgée de 63 ans et ancienne haute fonctionnaire au ministère de l'Enseignement supérieur, elle était chargée de faciliter l'accès au marché du travail des diplômés au supérieur. Najla Bouden doit maintenant former un gouvernement dans le plus bref délai selon la présidence tunisienne. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir et que la paix soit chez vous.